Bonjour Aude, bonjour Olivia. Bonjour Martine. Bonjour Martine. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons donc continuer d'explorer la loi bioéthique. Le projet de loi de bioéthique prévoit la PMA en dehors des cas d'infertilité, à savoir l'insémination par des donneurs de femmes célibataires ou de couples de femmes. Le projet prévoit en même temps la levée de l'anonymat du don. Est-ce que c'est la solution miracle? Pouvez-vous d'abord nous expliquer ce qu'est le don de gamètes? Alors, le don de gamètes, c'est le fait pour un couple ou un homme ou une femme de recevoir pour la conception d'un enfant un gamète issu d'un tiers, donc un spermatozoïde ou un ovule, un ovocyte, qui est donc prélevé chez un donneur. Que dit le droit actuel pour le don de gamètes? Alors aujourd'hui, le don de gamètes fait donc partie du processus de PMA. Il est réservé aux couples hommes-femmes qui souffrent d'une infertilité ne permettant pas de recourir à leurs propres gamètes. Dans un couple homme-femme stérile, on ne peut avoir accès qu'à un seul gamète, c'est-à-dire que le don ne peut être fait que dans une seule branche, soit un don d'ovocyte, soit un don de spermatozoïde. Et la loi française prévoit que le don de gamètes est anonyme. C'est-à-dire que l'enfant issu du don ne peut pas connaître le donneur, de même que le couple qui a bénéficié du don et le donneur ne peut pas connaître les enfants. Et la loi va même plus loin parce qu'elle prévoit quand même la possibilité qu'ils puissent se découvrir, se rencontrer. Elle interdit l'établissement d'un lien de filiation entre les enfants et les donneurs. Et pour le don d'ovocytes, c'est la même chose? Oui, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a toujours anonymat et interdiction d'établir un lien de filiation entre la femme qui a donné l'ovocyte et l'enfant qui est né grâce à ce don d'ovocyte. Est-ce que le don de gamètes pose des problèmes? Est-ce que c'est important, le lien biologique dans la filiation? Alors, bien sûr, la filiation ne se limite pas à la réalité biologique. C'est-à-dire quand la présomption de paternité désigne le mari d'une femme qui met un enfant au monde comme père, on ne va pas faire un test de paternité. Lorsqu'un homme reconnaît un enfant, non plus. Donc la filiation, y compris en droit, ne se réduit pas à relayer une donnée biologique. Mais ça ne veut pas dire que le donné biologique soit indifférent, parce que cette filiation qui est établie sans vérification, elle est présumée correspondre au lien biologique. Et si ça n'est pas le cas, elle pourra être contestée et anéantie sur la seule preuve de la biologie. Lorsqu'il y a un conflit de paternité, lorsque deux hommes se disputent la paternité d'un enfant, le juge ne va pas rechercher lequel est le meilleur candidat à l'éducation, à l'entretien de l'enfant, je ne sais pas quoi. Il fait un test biologique et c'est le géniteur qui est identifié comme le père, et y compris dans les cas où le géniteur ne veut pas d'ailleurs de la paternité. Voilà, donc dès qu'il y a un contentieux, le lien biologique redevient le critère. Bon, il n'en reste pas moins que la filiation donc, ne se réduit pas à sa dimension biologique, mais le don de gamètes est malgré tout problématique parce qu'il organise la privation délibérée du lien biologique vis-à-vis du parent. Et ça n'est pas anodin. C'est-à-dire que si on peut en effet construire une paternité ou une maternité en marge du lien biologique lorsque la vie l'impose, le droit prévoit le cas de l'adoption pour remédier à une situation dans laquelle l'enfant n'a plus de parents ou auquel il manque un parent. Donc il est possible de construire un lien de filiation en marge du lien biologique, mais c'est tout à fait différent de délibérément, dès l'origine et volontairement, organiser cette privation. Parce que là, je crois que c'est l'occasion de le rappeler, l'adoption vient réparer un manque dans la situation d'un enfant. Il lui manque un de ses parents ou les deux et on lui trouve des parents, une famille adoptive, alors que le don de gamètes organise délibérément la mise à l'écart du géniteur ou de la génitrice pour, non pas dans l'intérêt de l'enfant cette fois-ci, mais pour réaliser le projet d'un tiers. Et alors dans le projet de loi, ça va encore plus loin, parce que cette fois-ci, le père serait mis à l'écart, mais il ne serait remplacé par aucun père d'intention. Parce que on voit bien chez les jeunes qui s'expriment aujourd'hui, qui sont issus des dons de gamètes. Alors évidemment, pour ceux qui s'expriment, on ne sait pas ce que les autres pensent. Ils sont en général assez clairs. Ils disent bien je ne cherche pas un père. Un père, j'en ai déjà un. C'est mon père légal. C'est celui qui m'a éduqué. Tout ça, c'est très vrai. Mais n'empêche qu'ils recherchent quand même leur géniteur parce que on a beau l'appeler à l'âge d'honneur, ça reste quelqu'un d'important pour eux, visiblement. Mais le projet de loi, lui, prévoit donc l'insémination de femmes célibataires et en couple de femmes. Donc les enfants issus de ces dons-là,
eux, ils pourront pas en dire autant. Un père, j'en ai déjà un, parce qu'un père, ils n'en auront pas. Hein, donc on voit bien que la portée du recours à un donneur sera considérablement aggravée pour l'enfant. Et d'ailleurs, la recherche du géniteur risque bien pour ces enfants de prendre une dimension de paternité qu'elle n'a pas forcément aujourd'hui. La levée d'anonymat, donc, est une bonne nouvelle. Alors la levée de l'anonymat est, oui, une bonne nouvelle, puisqu'elle va permettre à l'enfant de connaître son géniteur, mais elle n'est pas suffisante, parce que connaître son géniteur ne remplacera jamais une vie vécue sans père. Bon, d'abord, on peut s'interroger sur la limite d'âge qui a été fixée, puisqu'on a dit qu'à partir de 18 ans, l'enfant aurait le droit, s'il le souhaite, à connaître son géniteur, mais il n'empêche que on sait très bien que la conscience des enfants, et aujourd'hui où le monde va de plus en plus vite, elle ne s'éveille pas seulement à 18 ans, et ça veut dire qu'on sait aujourd'hui que cet anonymat crée des souffrances. On va laisser des enfants souffrir jusqu'à l'âge de 18 ans, se demander dans la rue, comme le font aujourd'hui les enfants issus du don, est-ce que l'homme ou la femme que je croise est mon père, ma mère, biologique, enfin, ou mon géniteur? Est-ce que les garçons, les filles que je croise sont mes demi-frères, mes demi-sœurs? C'est les questions que se posent aujourd'hui les enfants issus du don. Sachant que la difficulté sera aggravée par ce projet de loi, puisque maintenant on a la possibilité d'avoir un double don pour les enfants qui vont être nés. Donc ils pourront être nés, ils pourront avoir une incertitude sur leur géniteur, à la fois dans leur branche maternelle et dans leur branche paternelle, ce qui n'était pas le cas avant, il y avait seulement un don possible dans une seule branche. Par ailleurs, le fait à 18 ans de connaître qui est leur géniteur ne remplace pas, on vient de le dire, l'absence d'un père pour les enfants qui seront nés dans des couples de femmes ou nés de femmes seules. Or, la loi leur interdira d'établir un lien de filiation avec ce père. Et d'ailleurs, on peut aussi se poser la question du côté du géniteur, qui lui aussi pourra parfois avoir envie de revendiquer un lien avec cet enfant. On voit que c'est déjà parfois le cas dans des rencontres entre des enfants issus du don et leur géniteur. Il y a quelque chose qui se tisse, qui va bien au-delà du le simple fait d'avoir fait connaissance. Et demain, on peut penser à des cas où, par exemple, il y aura des hommes ou des femmes qui auront donné des spermatozoïdes ou des ovocytes, qui ensuite n'auront pas eu d'enfant naturellement parce que la vie ne leur a pas permis. Et quand un enfant issu du don se présentera devant eux, eh bien, ils auront peut-être envie de tisser des liens et d'avoir un lien de filiation avec cet enfant, et ça sera problématique. Et d'ailleurs, le projet de loi, on peut s'interroger pourquoi, prévoit déjà que le géniteur aura accès au nombre d'enfants issus de son don, à leur année de naissance. Donc ça, on pourrait l'expliquer en disant, c'est vrai que la première fois qu'il y a quelqu'un qui vient sonner à sa porte en disant « je suis issu de son don », il aura peut-être envie de savoir combien d'autres vont venir et quel âge ils auront. Mais il a aussi accès, et ça c'est une information qui est assez étonnante, à leur sexe, c'est-à-dire à savoir s'ils sont des garçons ou si sont des filles qui sont issues de son don. Ça veut bien dire que pour les géniteurs, et c'est déjà prévu dans le projet de loi, ce n'est pas neutre pour eux le don qu'ils auront fait et les enfants qui en sont issus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les campagnes de promotion du don de l'Agence de biomédecine ne disent pas toute la vérité. En fait, le slogan, c'est « donner le bonheur d'être parent ». C'est-à-dire qu'on présente le don de gamètes comme du bonheur donné à un couple, mais est-ce que les donneurs réalisent vraiment qu'il y a un enfant qui va être issu de leur don et qui va naître, enfin qui va vivre justement et avec le projet de loi sans même avoir de père, hein, donc est-ce que ces donneurs sont prêts, voilà, à voir débarquer une dizaine d'enfants qui leur ressemblent, qui se ressemblent entre eux? Quel impact ces rencontres vont avoir sur les familles qui se seront constituées entre-temps? Ça ne pourra pas être anodin, et il y aura certainement des retrouvailles qui se feront de façon paisible dans la joie, mais il y aura aussi beaucoup de souffrance, parce qu'un jeune, qu'est-ce qu'il va faire de l'information de l'identité de son donneur? Il va vouloir le rencontrer, mais pourquoi? Peut-être parfois pour lui demander de payer ses études, au contraire chercher de l'affection, chercher un père, peut-être qu'il le trouvera, mais peut-être pas du tout. Le donneur, est-ce qu'il va être disponible peut-être au premier qui va sonner, mais ensuite quand ce sera le 7e et le 8e, bon, est-ce qu'il aura encore une réserve affective, d'attention? Bon, en fait, tout ça pour dire que l'anonymat ou pas, finalement, c'est la partie visible de l'iceberg, et ni l'anonymat, ni la levée de l'anonymat ne sont satisfaisants, tout simplement parce qu'en réalité, c'est le recours à des donneurs qui est problématique. Voilà, et donc
déjà la situation actuelle du don qui est réalisé par exception, c'est 0,16% des naissances, donc c'est vraiment, même au sein des PMA, c'est exceptionnel. Déjà dans ce cadre d'exception, on commence à prendre conscience justement des difficultés qu'on n'a pas voulu voir il y a 30 ans mais qui sont réelles. Donc au minimum, cela devrait nous inciter à la prudence. Et c'est exactement le contraire que fait le projet de loi puisqu'il élargit, il passe à la généralisation du recours à des gamètes et en plus, comme l'a dit Olivia, des gamètes dans les 2 branches si éventuellement. Voilà, donc le bon sens, comme l'expérience, comme le respect du droit, là, invite à renoncer finalement au don de gamètes ou au minimum à lui garder son caractère d'exception. Alors pour les dons de gamètes, pour les hommes, ça me paraît facile, mais pour les femmes, comment donner ces gamètes, ces ovocytes? Alors pour les femmes, effectivement, c'est un traitement qui est assez lourd, enfin une ponction ovocytaire qui est assez lourde, qui est impactante pour leur santé. Aujourd'hui en France, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs un déficit du don d'ovocytes, puisque il y a assez peu de femmes qui font cet acte exceptionnel et difficile à supporter pour elles. On sait qu'à l'étranger, ils ont été obligés de recourir à ce qu'on appelle du don rémunéré ou indemnisé, c'est-à-dire à la vente d'ovocytes pour pouvoir couvrir les demandes. Effectivement, c'est plus compliqué pour une femme de donner ses ovocytes que pour un homme de donner ses gamètes. Mais il n'en reste pas moins que les dons de sperme sont également insuffisants, alors que pourtant le geste est moins invasif pour les hommes. Mais si les dons ne décollent pas en France, c'est sans doute en raison des contraintes médicales, mais pas seulement. C'est tout simplement parce que ces contraintes, comment dire, nous avons l'intuition que le fait d'engendrer un enfant emporte une responsabilité à l'égard de cet enfant. Et le désengagement du donneur que suppose la loi française, enfin le processus du don de gamètes, en fait, est contre nature. Et donc, si les hommes comme les femmes ne donnent pas assez leurs gamètes, c'est pas parce qu'ils sont pas généreux, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de contribuer à la conception d'un enfant pour ensuite s'en désintéresser. Parce que voilà, ce désengagement du donneur, en réalité, c'est une forme d'irresponsabilité et que les gens ne refusent. Donc c'est pourquoi que les dons de gamètes ne décolleront pas. En effet, à l'étranger, on a rémunéré les dons. Donc ça, c'est de la novlangue. En fait, on rémunère les vendeurs. Et à chacun de se poser la question, est-ce que nous voulons d'une société où les éléments et produits du corps humain s'achètent et se vendent? Merci. Et que propose votre association? Alors, notre association propose tout simplement de renoncer au don de gamètes, quels que soient les demandeurs, parce que le don de gamètes est toujours contraire aux droits de l'enfant, et toujours une injustice pour l'enfant, quelles que soient les intentions qui sont toujours les meilleures. Et puis au minimum, de mieux informer les gens, tant ceux qui demandent le don que ceux qui donnent. Parce que par exemple, là on a parlé des donneurs, mais les couples qui recourent au don, aujourd'hui on voit les témoignages, ils accompagnent leurs enfants dans leur quête de leurs origines en disant qu'ils n'avaient jamais imaginé que leur enfant issu du don pourrait un jour souffrir de cette conception par donneur. Mais est-ce qu'ils ont été informés ? Déjà c'était largement prévisible, en tout cas aujourd'hui c'est de notoriété publique. Donc au minimum, que chacun soit mieux informé. Merci beaucoup Aude, merci beaucoup Olivia, à demain. Merci, à demain.